C'est une demande spéciale d'un abonné top premium. Donc, je ne connais pas ce business. Moi, je vais regarder les chiffres. Et si les chiffres m'intéressent, peut-être que je pourrais regarder ici en profondeur. Tout ce dont j'ai besoin ici, c'est de savoir à peu près une description sommaire de la compagnie et à peu près qu'est-ce qu'elle fait, histoire de voir à peu près dans quel secteur d'activité on exerce en date d'aujourd'hui. Donc, je pense ici que nous avons des plantations, des VA et ce genre de choses-là. Donc, déjà, ce genre de business-là, je ne m'attends pas à des marges très élevées. On va quand même regarder les revenus. On a des revenus ici cycliques. Donc, dépendamment de ce qu'on vend ici, c'est une commodité en réalité. Okay? Si c'est de l'huile de palme, en réalité, nos business, notre chiffre d'affaires ici va fluctuer en fonction ici du prix de la commodité, que ce soit l'huile de palme, que ce soit l'EVA ou je ne sais pas quoi. Donc, il faut également voir ici que si on détient des terres, ça veut dire est-ce que les terres nous appartiennent en propre, est-ce qu'on les loue? Si elles nous appartiennent en propre ici, ça a une certaine valeur sur le marché. D'accord? Donc, dans le book value ici, ça pourrait être également intéressant à aller regarder. Si elles ne nous appartiennent pas, on a peut-être des contrats de location ici, il faut aller regarder également ici quand est-ce que ces contrats de location-là arrivent à terme. Est-ce qu'ils vont être renouvelés, ce genre de choses-là? Je n'en sais rien. Vous voyez, regardez également les géographies d'opération. Il me semble ici qu'elle exploite des terrains ici dans différentes régions du monde. D'accord? Je pense qu'ici, on a des terrains en Afrique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Côte d'Ivoire, à Singapour, et voilà, ce genre de choses-là. Bref, on continue ici. On a regardé ici, on va regarder le revenu. Le revenu ici est cyclique. Il est croissant, mais il est croissant en date d'aujourd'hui. Pourquoi? C'est la question qu'il faudrait qu'on se pose. Pourquoi? Parce que ça, je ne peux pas me dire que je vais investir sur ce business-ci à 443 millions de dollars alors que demain, on aura du 250. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il est cyclique? Pourquoi est-ce que les revenus sont plus élevés en date d'aujourd'hui? Les marges brutes ici, vous voyez également que ces marges brutes-là font du yo-yo. Donc, vous voyez ici que c'est un business c'est un business qui est cyclique, c'est un business qui est price taker. Elle ne fixe pas le prix. Donc, elle doit avoir les coûts de production les plus bas possibles pour pouvoir survivre à long terme. Et très peu de dettes également. Ensuite, et ce sont des éléments que vous pouvez, enfin, à force de regarder certaines entités, vous pouvez tirer des conclusions, vous pouvez avoir un certain avis même sans aller plus loin que ça. OK? Si on a une compagnie qui est cyclique, qui est un price taker, elle ne doit pas avoir une énorme dette. Elle ne va pas se négocier à plus de 15 fois les bénéfices. Dépendamment de sa géographie d'opération ici, peut-être qu'on va appliquer également ici une marge de sécurité supplémentaire. D'accord? Donc, il faut faire attention ici. Ensuite, on va regarder ici les net income et les free cash flow. Non, pas les net income et les free cash flow. On regarde les marges EBITDA. Les marges EBITDA également font du yo-yo, mais quand on compare ici avec les marges brutes, je me rends compte qu'on a une certaine similitude. Et ça, je n'aime pas ça. Ça veut dire ici qu'il y a peut-être une erreur sur ce logiciel-ci. Soit ce logiciel confond les marges EBITDA avec les marges brutes ou bien les marges brutes avec les marges EBITDA. En tous les cas de figure, il faut tirer ça au clair. Donc, il faut toujours vous dire une chose. Les agrégateurs sont là pour nous faire gagner du temps, mais en conclusion, on doit toujours aller vérifier les rapports financiers, histoire ici de vérifier les informations financières. Comme par exemple la dette pour les compagnies européennes, il faut toujours double-checker ce genre d'informations-là. OK? Donc ici, net income, free cash flow, on sait déjà qu'EBITDA, on va aller vérifier. Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Je vais mettre ici les net income et les free cash flow ici. Je les mets en couleur. Voilà, on les met comme ça sur le même graphique. On va se dire ici que sensiblement, on peut se dire oui, parce que la dépense en capital peut être plus élevée à certains moments ici. Donc, on a quand même des free cash flow, mais quand on prend à peu près sur la même période, d'accord, je vais dézoomer un tout petit peu. On va faire ceci. On va mettre en cumulé. D'accord. Et je rappelle ici que ce n'est pas un choix personnel. Hein, je ne connais pas cette compagnie. On va le faire comme ça. Donc, sur les 10 dernières années, c'est un business qui a enregistré 558 millions de bénéfices et 233 millions de cash flow. Donc, en réalité, dans ce 558 millions, on n'a qu'encaissé 233. La somme, le manquant ici a peut-être été consommé dans les dépenses en capital de croissance. Il faudrait aller vérifier. Ou bien le besoin en fonds de roulement. Sur les 5 dernières années, 180 millions encaissés en free cash flow, 280 millions aussi en bénéfices nets. Je sais déjà qu'à partir d'ici, je ne vais pas payer des multiples très élevés. Si je paye 15 fois les bénéfices, je suis trop gentil. Dette net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? Je veux un truc inférieur, je veux quelque chose ici inférieur à 5 de préférence, mais pour ce genre de business, 3 même, ce serait même parfait. Donc, on a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 2 ici, c'est parfait, on aime ça. La dette nette du point de vue volume, presque rien du tout. Donc, elle n'a presque pas de dette. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on va évaluer ce genre d'entreprise? Je vais normaliser les résultats. Simple. Je sous-entends que les bénéfices nets qu'on a en date d'aujourd'hui, d'accord, je prends la moyenne, la médiane de ce qu'on a connu par le passé. Sur les 10 dernières années, on a 53 millions.
Sur les 10 dernières années, nous avons 53 millions. Si je mets ça annuellement, ici, c'est 43 millions. Sur les 5 dernières années, c'est 72 millions. Donc, il faut souvent faire attention. Attention, je les mets en... Je préfère les 12 derniers mois. Je les mets 44 millions. Ce n'est pas plus grave que ça. Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 52 millions. Donc, sur les 10 dernières années, on a connu une période assez creuse. 1, 2, 3, 4, 5. Et une période ici où on a gagné beaucoup d'argent. Mais rappelez-vous d'une chose. C'est une entreprise qui a des free cash flow moins élevés que les bénéfices nets. Donc, sur les 10 dernières années, le 44 millions, ici, je le prendrai en considération. Dans tous les cas de figure, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 543 millions à un business qui pourrait me rapporter au moins 43 millions. OK, ça représente un rendement ici de 8%. Ce qui n'est pas mal pour cette entreprise. OK, donc je dirais ici qu'en date d'aujourd'hui, nous avons un business qui est, à mon avis, correctement évalué si vous le prenez à 15 fois les bénéfices. OK, on est à peu près à des niveaux assez corrects. Donc, à partir de ces niveaux-ci, le dividende en lui-même, il paraît safe. OK. Donc, si je l'achète en date d'aujourd'hui, c'est vraiment pour le dividende uniquement. C'est un business qui fluctue énormément, donc il faut faire attention ici. Donc, on peut également aller regarder les actifs tangibles et nets par action, histoire de voir si on les achète à un prix équivalent à quelque chose qui se rapproche des actifs tangibles nets par action. Ici, on a comme actifs tangibles nets par action 72 € par action. Si on dézoome un tout petit peu, ces actifs tangibles nets là ont tendance à augmenter. Donc, si les dernières années, donc entre 2013 et 2020, on n'a rien fait, c'était plutôt une stabilité. Et depuis à peu près 2020, ici, on a une croissance. Là, cette croissance provient d'où? Est-ce qu'on a de plus en plus d'inventaire? Est-ce qu'on a de plus en plus de matériel? Est-ce qu'on a de plus en plus de cash? Je n'en sais rien, il faut aller vérifier. Mais dans tous les cas de figure, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on surpaye pour cette compagnie. Et si je l'achète, c'est uniquement pour le dividende. Maintenant, si elle rachète ses actions, ça peut également être une très bonne chose. Or, ce n'est pas ce qu'elle a l'habitude de faire ici. Donc, il faut faire attention à ce niveau-ci. Est-ce que ce n'est pas plutôt une acquisition qu'on a également eue ces dernières années? Oui, on a eu une acquisition quelque part ici et elle s'est financée en émettant de nouvelles actions, qu'on n'aime pas beaucoup. Bref, je dirais que, mis à part le dividende, voilà, c'est une entreprise correcte sans plus. Maintenant, à vous de voir si elle vous intéresse ou pas. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.